Nous allons maintenant discuter la détection cohérente. Et juste un rappel, détection non cohérente. Tout ce que nous avons vu à date est toujours la détection cohérente. Donc, c'est la première fois qu'on embarque dans une discussion de non cohérente. Donc, encore une fois, il y a les 3 critères de communication les plus importants. Efficacité en puissance, en spectre, et finalement, le coût ou la complexité. Donc, quand nous allons discuter la détection non cohérente, nous allons discuter une manière de réduire le coût d'un système. Donc, la raison d'être pour la détection non cohérente est de réduire la complexité d'un récepteur. En même temps, nous aimerions savoir à quel point est-ce que l'efficacité en puissance est touchée par cette décision d'aller avec une réception moins complexe. Donc, nous allons premièrement discuter c'est quoi la différence, pourquoi il y a une solution avec la détection non cohérente qui est moins chère qu'avec la cohérente. Donc, dans l'organisation de notre présentation de différentes situations de modulation, nous avons déjà fait la détection cohérente et maintenant on passe à la détection non cohérente. Et je vais juste mentionner que je vais discuter que le cas binaire, mais que les solutions existent aussi pour le cas MR, mais nous allons simplement discuter le binaire. En plus, la détection non cohérente est populaire avec le PSK et le FSK, donc c'est ces deux que nous allons discuter. La détection non cohérente est très populaire aussi pour la ASK, la PAM, mais nous n'allons pas le discuter aujourd'hui. Donc, la probabilité d'erreur, donc j'ai dit qu'on aimerait discuter pas juste la réduction de complexité des récepteurs, mais aussi comment l'efficacité en puissance est touchée par cette décision. Donc, pour ça, il faut faire une analyse du bruit comme on a fait toujours. Sauf que dans le cas de détection non cohérente, le bruit gaussien est manipulé et dans le récepteur, ce bruit n'est plus des statistiques gaussiennes. Donc, c'est une probabilité d'erreur qui est calculée avec un bruit non gaussien. Donc, nous allons faire un survol de développement, mais pas les détails. Mais nous allons finir avec une expression pour la probabilité d'erreur pour les cas BPSK et BFSK quand nous utilisons une détection non cohérente. Donc, il y a beaucoup de subtilités quand on regarde les schémas en bloc pour la différence entre un détecteur cohérent et non cohérent. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment ces différences manifestent dans le diagramme de bloc et aussi c'est quoi leur importance. Donc, voici un exemple d'un détecteur non cohérent qui ressemble à ce que nous avons vu déjà pour la détection cohérente. Par exemple, le signal est corrélé avec les vecteurs de base. Par exemple, ici, il y a une partie en phase, une partie en quadrature. Donc, il y a un cosinus oméga 1 de t et un sinus oméga 1 de t. Donc, ça, c'est un exemple pour DPSK. Donc, il y a une corrélation exactement comme nous avons vu avant. Mais après la corrélation, il y a une autre étape qui est de mettre la statistique du test au carré. Et c'est cette opération de mettre au carré qui rend le bruit non gaussien. Parce que quand je prends un bruit gaussien et je mets au carré, il y a maintenant une distribution qui change. Les deux branches sont combinées, donc je n'utilise pas le vecteur qui est la partie en phase, la partie en quadrature, mais je combine les deux quantités au carré pour arriver à une seule statistique du test. Donc, c'est assez différent et c'est ce que nous avons vu pour le précédent parce qu'il y a cette partie qui est de mettre au carré. Mais il y a une autre différence qui est beaucoup plus subtile de ce bloc qui apparaît, ça c'est clair. Mais il y a aussi ici une différence importante qu'on ne voit pas. Parce que dans la détection cohérente, on suppose une connaissance de phase, déphasage. Okay.
de déphasage entre le transmetteur et le récepteur. Donc, détection cohérente, c'est implicite. Donc, quand je fais ici une corrélation avec le sinus et le cosinus, quand ça paraît ici, quand ça paraît dans le cas cohérent, ça semble le même. C'est le même bloc. Ils disent multiplication par un cosinus. Sauf qu'ici, on suppose qu'il y a il n'y a pas de déphasage du tout entre le transmetteur et le récepteur. Ici, ce n'est pas important. Ça peut exister et ça ne changera rien. Donc, on ne peut pas le remarquer à partir du diagramme, le schéma en bloc, mais c'est une différence qui est au cœur de les différences entre les détections non cohérentes et cohérentes. Si je juste peux expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire pour le déphasage entre le transmetteur et le récepteur. Donc, normalement, on va choisir une porteuse. Nous allons choisir 900 MHz pour la porteuse pour le téléphone cellulaire, par exemple. Donc, au transmetteur, j'aurai un oscillateur à 900 MHz. Au récepteur, j'aurai un autre oscillateur à 900 MHz. Bien sûr, il faut que ce soit accordé, que les deux sont vraiment à 900 MHz, mais disons que la fréquence est la même pour les deux. Mais quand j'allume le oscillateur au transmetteur, il ne va pas nécessairement commencer à point. Ici, ce n'est pas nécessairement à temps égal 0, si on veut. On va le démarrer et il y aura une certaine phase qui commence. Quand nous allons le démarrer au récepteur, c'est complètement aléatoire où est-ce qu'on va le démarrer. Donc, normalement, c'est ça, c'est le transmetteur. Quand on ouvre le récepteur, ça se peut que nous sommes à un autre point dans l'oscillateur. Donc, la phase initiale des deux peut être différente. Donc, c'est ce déphasage qui peut nuire à la communication pour la détection cohérente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire un circuit additionnel pour chercher c'est quoi exactement le déphasage et le forcer à 0. Et c'est certain que ce n'est pas juste à l'initiation qu'il y a différentes phases. C'est aussi l'oscillateur, il y a un peu de variabilité. Et cette variabilité se manifeste dans la phase. Donc, ça se peut aussi qu'au fur et à mesure, la phase change. La phase change au transmetteur, la phase change au récepteur, et il faut faire un suivi de cette phase. Donc, tout ça est un niveau de complexité additionnel qu'il faut pour la détection cohérente. Donc, ici, on ne le remarque pas, mais le cosinus et le sinus ici, ça peut avoir un déphasage, il n'y aura aucun impact sur la performance. Donc, je vais essayer de développer quelques équations pour, encore une fois, revoir ce même aspect d'une autre façon pour que ce soit très clair. Prenons un exemple de QAM, ici où il y a une amplitude et une phase qui est codée, qui contiennent l'information sur le symbole envoyé. Les vecteurs de base, on a dit, étaient le cosinus et le sinus pour les deux vecteurs de base pour cet espace du signal. Donc, l'information est contenue aussi dans la phase pour cette porteuse. Nous allons faire une corrélation, nous allons multiplier, c'est ce qui est le signal reçu, qui aura un composant qui est un symbole. On va le corréler, on va multiplier ce cosinus par ce cosinus ici dans une branche et ce cosinus par une sinus dans la deuxième branche pour chercher les vecteurs de reçu dans l'espace du signal. Donc, comme je mentionnais, implicite est le fait qu'il n'y a pas de déphasage entre les deux. Donc, c'est quoi l'impact d'une corrélation quand il y a un déphasage? Donc, nous allons voir ici, supposons que ce cosinus oméga 0t, il y a une phase additionnelle qui n'existe pas ici. Pour commencer, nous allons oublier pour le moment l'information sur la phase et nous allons considérer un cas même beaucoup plus simple que ça, le BPSK. Donc, par exemple, supposons qu'ici, j'ai le cosinus oméga 0 et ça, c'est le transmetteur. Ici, c'est le récepteur. Donc, je vais mentionner qu'il y a une phase inconnue qui est la différence de phase entre les deux oscillateurs, un au transmetteur, l'autre au récepteur. Donc,
dans notre système, pour le parti en phase et en quadrature, nous allons faire une corrélation de ce genre-là. Donc ici en haut, j'ai la relation trigonométrique quand je le produis des deux cosinus. Donc je peux écrire le résultat de cette corrélation comme le suite. C'est une demi cosinus de 2 fois oméga 0 plus le delta de phase et une autre qui est une demi fois le cosinus juste de delta parce que c'est le deuxième terme où les deux porteuses vont s'annuler. Donc c'est le deuxième terme ici où on peut spécifier l'impact d'une phase inconnue parce qu'on voit là. Pourquoi? Parce que, suppose maintenant j'ai les données. Pour le BPSK, je peux le représenter comme une D et pour le BPSK, D est égal à plus ou moins 1. C'est une manière de l'interpréter. Donc, D plus ou moins 1, et ça va varier d'un intervalle à l'autre. Donc, ça va être multiplié. Donc, le premier terme sera multiplié par les données, et le deuxième terme sera multiplié par les données. Ce premier terme, avec la double fréquence, on va l'éliminer pour la détection. Pour la détection, on fait toujours l'élimination de la fréquence, de double fréquence, mais c'est un filtrage très, très simple. Donc, j'ai une modulation à 900 MHz. Je fais la détection à 900 MHz. Ça, c'est à 1.8 GHz. Et l'autre, c'est en bande de base. Donc, si je veux isoler le parti en bande de base, le parti en DC, j'ai que avoir besoin d'un filtre grossier, un filtre qui est très facile à faire le design, qui va simplement couper les très hautes fréquences. Donc, facile. Donc, c'est éliminé. Pas de défi là. Le défi est ici. C'est cette delta, cosinus de delta phi. Imagine que je fais un effort et je force delta phi à 0. Donc, j'ai un circuit qui fait la poursuite de la phase. C'est un circuit qui s'appelle une PLL, Phase Locked Loop, ou boucle de verrouillage. Et avec cette boucle de verrouillage, j'arrive à forcer le delta phi à 0. J'arrive à synchroniser l'oscillateur au transmetteur au récepteur. À ce moment-là, cosinus de 0, c'est 1. Donc, j'ai une visibilité parfaite de données D. Parce que D est juste plus ou moins 1, ça va être facile à déterminer parce que ça ne va pas être multiplié. Mais imagine le contraire. Supposons que delta phi, c'est plutôt égal à 90 degrés. À ce moment-là, le cosinus est 0. Donc, quand le cosinus est 0, je n'ai aucune visibilité aux données. Donc, quand je n'ai aucune visibilité sur données, je perds la communication. Donc, si j'ai une PLL, tout va bien, ça c'est forcé à 0 et je vois directement les données. Mais si je n'ai pas de PLL, je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas de confiance. Parce que c'est certain que la phase va rouler avec l'instabilité des oscillateurs et il y aura des instants où c'est certainement hors phase complètement et que cette partie sera nulle. Donc, je vais perdre l'information. Donc, le défi, c'est de trouver une solution où, malgré la présence d'une delta phi, on peut avoir une détection fiable quand même. Donc, c'est ça la raison d'être pour la détection non cohérente. D'avoir une solution, une forme de récepteur où la statistique du test ne sera pas influencée par la présence d'une delta phi qui n'est pas nulle.